l'empereur et pour lequel les hommes du cinéma aux armées créaient tout spécialement un générique de luxe, qui, lorsque l'affaire des diamants éclatera, conduira l'administration à classer le film secret défense pour 30 ans, de peur qu'il ne vienne amplifier la polémique autour des pierres précieuses reçues par Giscard. Bangui, dimanche 4 décembre, le couple impérial n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fallu se lever à l'aube pour le long cérémonial de l'habillage. Déjà vers 2 h du matin, l'empereur avait réveillé son épouse pour répéter une dernière fois les gestes historiques de la journée, avec en guise de couronne un simple béret basque. C'est le fond qui n'est pas joli. Comme Bokassa a l'air étrange sur ces images. Dans son aube brodée de milliers de perles et de brillants, avec ici ou là des étoiles et des abeilles, et bien sûr ses armoiries, un aigle jaune dans un soleil rouge et l'inévitable B majuscule. C'est paraît-il une tenue qui se rapproche de celle portée par Napoléon à Notre-Dame le 2 décembre 1804. Les enfants de l'empereur, ses 2 fils, notamment Jean-Charles et Saint-Cyr. L'empereur, qui ne délègue rien, passe méthodiquement en revue les 2500 couverts dressés pour le dîner du soir. L'impératrice Catherine, elle, semble tendue. Entourée de demoiselles d'honneur toutes habillées de blanc, évoquant plus Scarlett O'Hara que Joséphine, elle ne desserrera pas les dents de toute la journée, désapprouvant en silence tout ce grand barnum. Elle quittera d'ailleurs l'empereur juste avant sa chute, emportant avec elle quelques valises bien remplies et la malédiction de Bokassa qui prétendra dès lors qu'elle aurait été enlevée par un Giscard qui en aurait fait sa maîtresse. La vérité, c'est qu'elle est la seule à tenir tête à l'empereur, osant même refuser les 6 tenues proposées par le sculpteur Olivier Brice au profit d'un choix plus sûr, mais pas moins clinquant, une robe de chez Lanvin. Seule concession faite à son mari, elle a abandonné ses tresses africaines pour un chignon plus classique que lui a fait une coiffeuse parisienne venue tout spécialement à Bangui. L'ensemble de la garde-robe impériale a coûté à l'époque 2 millions de francs, soit 300 000 €. Il faut que vous descendiez d'abord avant qu'on sonne les 21 coups de canon. Oui, bien sûr. Sinon, les chevaux vont faire n'importe quoi. Oui, mais va leur dire. Pour préparer le défilé, Bokassa a aussi envoyé 30 hommes au haras national du Pin, dans l'Orne, pour qu'ils se forment à la conduite d'un attelage. Une équipe de tournage était venue se rendre compte, à ses risques et périls, de l'avancée de leur entraînement. Il faudra ensuite et enfin plonger tout ce petit monde dans l'ambiance qui les attend. Habitués cavaliers et montures à la couleur, au cri, au vivat, au tintamarre des grandes fêtes, alors seulement l'Empire disposera d'une cavalerie digne de ce nom. Sourire en coin, Roger Giquel n'avait pas semblé très convaincu. Pour l'instant, c'est assez champêtre et le carrosse est un peu dérisoire, mais à Bangui, ça sera sûrement autre chose. Papa. 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 Ce 4 décembre 1977, à 10 h, le cortège s'ébranle enfin. Il a déjà 1 heure de retard sur l'horaire prévu. Le carrosse impérial, tiré par 8 chevaux, est surchargé de dorures. Bokassa ne le sait pas, mais c'est un matériel d'occasion, débusqué chez un producteur de cinéma qui l'avait fait construire pour son film Caroline Chérie. Un empereur dans la voiture d'une demi-mondaine, on aura tout vu. En vérité, Bokassa a failli être privé de carrosse. Méfiant, le vendeur avait préféré conserver les roues à Paris, exigeant d'être payé rubis sur l'ongle avant de les envoyer à Bangui. Il faudra qu'un avion français les achemine in extremis la veille du sacre. Si Bokassa avait dû renoncer à cette promenade en calèche, son orgueil impérial en aurait pris un coup. La France a consenti à acheminer gracieusement par avion cargo les 32 chevaux achetés à un éleveur normand. Peu habitués aux chaleurs équatoriales, les chevaux sont visiblement nerveux et épuisés. Leur calvaire ne fait pourtant que commencer. Le carrosse descend la longue avenue Giscard d'Estaing que l'empereur a fait planter de pins venus eux aussi de France. Comme si l'on ne pouvait pas trouver d'arbres en Afrique centrale.
Mais c'est tellement plus chic et plus cher un arbre français. Et ce n'est rien à côté des 4500 costumes d'époque, 400 tenues d'apparat pour les dignitaires, des milliers d'uniformes à épaulettes, de casques à plumes, de culottes blanches qui coûteront pas moins de 700 000 €. Et comme il faut des sabres pour donner une contenance à ces soldats d'opérette, l'armée française est mise à contribution en prêtant plusieurs centaines d'épées de parade qu'elle enlève aux Saint-Syriens. La télévision et la radio centrafricaine sont là aussi. Le petit Jean Bédel Junior, 4 ans à peine, que Bokassa a choisi comme prince héritier parmi sa nombreuse descendance, parce qu'il a décelé chez lui des qualités exceptionnelles, s'est endormi. Tout à coup, c'est le drame. Un cheval qui n'a pas supporté la chaleur s'est effondré. On le relève à coups de pied, mais c'est peine perdue. La pauvre bête mourra tout à l'heure. Les passagers désormais privés de carrosse en seront réduits à monter dans une Mercedes. Les caméras qui immortalisent ce grotesque défilé filment un peuple joyeux qui acclame son souverain. Mais rien n'est improvisé. Et les pygmées que l'on a amenés ici pour faire couleur locale dans une fête qui ne ressemble à rien d'africain ne sont pas là de leur plein gré. Il n'y a pas de véritable ferveur parce que la présence de la population est obligatoire. Et parce que les Centrafricains sont las d'un régime qui les spolie. C'est peu dire que depuis des mois, ils ont été rançonnés pour contribuer à payer le caprice de leur majesté. Pluie d'amendes, prélèvement volontaire de 10% sur le traitement des fonctionnaires, contribution tout aussi volontaire des entreprises privées, dons généreux et obligatoires des expatriés, et malgré tout cela, le budget du sacre est en déficit et la Centrafrique doit encore s'endetter auprès de la France notamment. Très respectueusement, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel demandent des explications. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population, son niveau de vie? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice. Et ce sacrifice est accepté par la population elle-même. C'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons en argent. Vous lui demandez? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Et non seulement la population qui offre des dons en argent. Elle les apporte comment? Elle les apporte par délégation ou individuellement. Elles viennent porter et nous publions officiellement à la presse. Ces danses et ces chants joyeux ne reflètent pas l'esprit du peuple. Ils sont commandés par le parti unique, le Mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire, le MESAN, à la tête duquel se trouve bien sûr Bokassa. Dans les rushs des films tournés par les opérateurs de l'armée française, on voit plutôt un peuple silencieux, sans enthousiasme et abasourdi par ce luxe napoléonien qui lui est étranger. Un peuple vaguement inquiet qui remue les petits drapeaux centrafricains sans conviction et qui se fait frapper par les militaires dès qu'ils rompent l'alignement. Malgré ses déclarations sur l'amour que lui porte son peuple, Bokassa n'est pas très tranquille. En plus de la garde impériale qui défile ici pour la galerie en veste verte à épaulettes jaunes et aigle impérial sur le couvre-chef, l'empereur peut compter sur ses soldats en tenue léopard, pistolets aux côtés, fusils mitrailleurs à la main et plus loin, que l'on découvre subrepticement, des centaines d'hommes et des automitrailleuses prêts à surgir en cas de besoin. Et parce que 3 précautions valent mieux qu'une, Bokassa a également demandé à la France d'assurer sa protection. On lui a donc envoyé une douzaine de spécialistes de la protection rapprochée. Ces blancs que l'on voit ici à peine plus discrets que les militaires centrafricains. Le voilà bien protégé de ce peuple qu'il aime tant. Il est 11 h quand le cortège parvient enfin devant le palais du couronnement, qui n'arrive pas vraiment à cacher qu'il fut hier palais des sports. Il fait chaud, très chaud, 35 à 40 degrés. Son Altesse, le prince héritier. Jean Bédel Bokassa Junior, il porte sur ses frêles épaules le poids de la succession. Un conseil de régence veillera d'ailleurs sur son éducation jusqu'à sa majorité. Conseil présidé bien sûr par l'empereur.
Elle a donc 28 ans, Bokassa Ier aime à raconter comment son grand-père lui destinait Catherine alors qu'elle était toute jeune, selon la tradition africaine. Maintenant qu'elle est impératrice, elle sera, dit-il, la seule femme de sa vie. Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Le tout Bangui est ici, 4 à 5 000 personnes. Mais côté diplomatique, c'est un fiasco. Et ni l'empereur Hirohito, ni le Shah d'Iran n'ont voulu honorer leurs frères africains. Pire, Valéry Giscard d'Estaing, le cousin, s'est bien gardé de venir participer à ce carnaval équatorial. D'autant qu'aucun chef d'État africain n'a voulu s'associer à cette comédie qui, ils le savent, risque de renforcer les préjugés racistes sur ces pauvres Africains qui ne savent qu'imiter les Blancs. Alors comme il y a encore de la place et pour que les chaises ne restent pas vides, on a placé les coiffeuses et manucures de la très parisienne Maison Carita et la cheftaine des majorettes niçoises tout juste derrière les ambassadeurs. Le trône mesure 3 mètres de hauteur pour plus de 4 mètres d'envergure. Le faire entrer dans le gymnase a été toute une histoire. On s'est en effet aperçu un peu tard qu'il était plus large que les portes du bâtiment. On remet maintenant à l'empereur les attributs de sa puissance qui tous ont été fabriqués en France. Tout d'abord, l'épée, symbole martial hérité de la chevalerie. La garde est également sertie de diamants d'un poids total de 100 carats. Puis un manteau de 12 mètres de long. Selon la volonté expresse de l'empereur lui-même, a été réalisé en France. Brodé à l'emblème personnel de l'empereur, l'aigle dans le soleil, de velours rouge bordé d'hermine. Et retenu par un bijou d'une rare finesse. Il pèse 38 kilos et il est bien chaud. Enfin, la couronne. La couronne impériale, que, non sans émotion, l'empereur va ceindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Sous les armoiries impériales, on peut lire la devise de la nation centrafricaine, « Zo Kwezo », tout être humain est une personne. D'une hauteur inusitée, le sceptre impérial rappelle également la canne traditionnelle du chef africain. Les brillants d'une grosseur exceptionnelle qui l'ornent ont été, comme tous les joyaux du couronnement, fournis par les riches mines de l'Empire centrafricain. Le tout, même si Bokassa a fourni les pierres brutes, est facturé plus d'1 million d'euros par la maison Artus Bertrand. Une somme réglée in extremis pour que les bijoux de la couronne ne restent pas bloqués à Paris pour cause d'impayés. Devant l'humanité tout entière. Et la cérémonie se poursuit avec le sacre de l'impératrice. Elle aussi a droit à sa cape, mais plus petite, 9 mètres au lieu de 12. Sa couronne aussi est plus petite. 400 grammes d'or tout de même et 1400 brillants, saphir, émeraude. Comme Napoléon a couronné Joséphine, c'est Bokassa qui, en suivant le tableau de David, procède à l'opération. Voilà, le couple est désormais sacré. Même le petit prince semble un temps sortir de sa torpeur. Maintenant, l'empereur n'a qu'un seul souhait, quitter ce gymnase surchauffé où, revêtu de son épais manteau, il sue à grosses gouttes. Dans les vestiaires, on improvise une rapide séance photo. Maintenant, direction la cathédrale pour une messe célébrant l'Empire. D'abord en voiture, puis dans les derniers mètres en carrosse, pour le plus grand malheur des chevaux normands qui, épuisés, auront beaucoup de mal à monter jusqu'à la cathédrale. Un second pur sang mourra avant le soir. Quant aux autres, ils ne reverront jamais leur Normandie. Que jour, ils seront tous morts. La scène qui se déroule sur le parvis de l'édifice religieux est finalement assez emblématique de cette folle journée. Des pygmées aux seins nus devant des ecclésiastiques en grande tenue et un orchestre qui joue les chevaliers de la table ronde. Ce n'est même plus une caricature, c'est du grand guignol. Mais dans l'église, le rite immuable reprend ses droits. Alléluia en sango et messe célébrée par l'archevêque de Bangui, retransmise à l'extérieur grâce à des haut-parleurs. Le pape Paul VI, qui n'aime pas plus Bokassa que Pie VII n'aimait Napoléon, n'a pas voulu venir, mais il a envoyé un mot d'excuse porté par son légat, Monseigneur Enrici. Nous avons demandé à notre vénérable frère Domenici Enrici
nonce apostolique, de nous représenter. Si l'Église n'aime pas Bokassa Ier, c'est qu'elle a ses raisons. Elle désapprouve ce gaspillage dans un pays si pauvre, et elle ne pardonne pas à l'empereur de s'être fait musulman l'année précédente. Tout ça pour toucher un chèque d'1 million de dollars de la part de Kadhafi, chantre de l'unité africaine et du panarabisme. Mais sitôt le chèque encaissé, celui qui s'était fait temporairement appeler Salah Eddin Ahmed revient à la foi catholique et au nom de Bokassa. À mots couverts, l'Église critique donc l'empereur et l'exhorte à penser à ses sujets plutôt qu'à lui. Mais Bokassa est ailleurs. Il n'écoute rien et il n'est pas le seul apparemment. Après tout, Bangui vaut bien une messe. Cette fois-ci, c'est fini. Les cloches sonnent à toute volée et le chœur entonne le Messie de Handel. L'après-midi est déjà largement entamé. La cérémonie aura duré 1h30 à la cathédrale. Le couple impérial, pour regagner le palais, préfère abandonner les fastes d'antan, le carrosse pour une somptueuse berline bien de notre siècle, plus confortable et plus rapide. Mais tout à sa joie, Bokassa se décide finalement à marcher parmi son peuple. Quelques mètres et pas plus. On ne peut pas vraiment parler d'un bain de foule, plutôt d'un bain de militaires. Puis il regagne le palais de la Renaissance, où l'on prépare le grand banquet du soir. Pour le dîner, Bokassa s'est changé et a enfilé, pour être plus à son aise, confectionné cette fois-ci par Pierre Cardin. Un costume qui rappelle plus le consulat que l'Empire. Le soir même, au palais de la Renaissance, Sa Majesté Bokassa Ier savait, une fois encore, réunir à la fois la plus pure tradition de l'hospitalité africaine et les splendeurs de l'Empire dans une fête fastueuse donnée en signe de reconnaissance à tous ceux qui avaient tenu à être auprès de lui pour ce jour historique. Il est visiblement aux anges. 100 tonnes de nourriture, 40 000 bouteilles de Bourgogne, de Bordeaux et de blanc d'Alsace, et 24 000 bouteilles de champagne ont fait le voyage depuis Paris, accompagnés bien entendu de grands chefs qui cuisineront des plats délicats. Caviar d'Iran, foie gras, chaussons aux écrevisses, antilope sauce grand veneur et salade de laitue, si exotique en Centrafrique. Pour organiser ce repas, il a aussi fallu importer de France 300 réfrigérateurs et 200 cuisinières. Et pour égayer la soirée, tour de chant des musiques du monde. Un album spécial couronnement est même édité. Sur les tables, partout des bouquets de fleurs. Dans ce pays luxuriant, aux fleurs magnifiques, Sa Majesté a tenu à épater ses convives avec 25 000 fleurs exotiques, c'est-à-dire françaises. Elles sont arrivées la veille directement par avion de chez Karl Dauchy, le fleuriste du 16e arrondissement. Et puis il y a le gâteau. Un gâteau impérial rien que pour Bokassa. Une pièce montée d'1,50 m de hauteur, faite à Paris, et transportée elle aussi en avion avec dans sa base une dizaine de tourterelles à moitié crevées, tellement sonnées par le voyage, peinent à prendre leur envol. Enfin, le repas s'achève par une demi-heure de feux d'artifice français dans le ciel de Bangui qui n'avait jamais vu cela. Quelques jours plus tard, visiblement gêné, un chef rémois qui a participé au banquet donnera une image moins enchanteresse de la fête. Vous m'avez dit que sur place, vous avez eu certaines surprises oui. Quant au matériel qui était sur place. Oui, il n'y avait rien. Il y a eu une cuisine, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de